Bon, il fallait évidemment qu'on vous reparle du secteur des maisons de retraite. Pourquoi? Parce qu'il y a ce scandale Orpea qu'on a largement commenté ici, qui fait trembler l'ensemble du secteur. Orpea, maintenant, c'est 60% de baisse depuis le début de l'année en bourse. Korian, c'est 35% en 15 jours, dont 16% après l'annonce, c'était vendredi, d'une enquête du magazine Cash Investigation qui promet une nouvelle révélation sur France 2. Il y a Sophie Boissard, la patronne de Korian, qui d'ailleurs réagit aujourd'hui dans le quotidien Les Échos. Bonjour Xavier. Bonjour David. Et Xavier Patrolin pour Albatros Capital. Il y a plein de choses à dire là-dessus. Juste, les cours aujourd'hui, pardon, on est sur Boursorama, on parle de l'aspect cotation, quand on a des cours, mais des cours qui sont complètement à la casse, est-ce qu'il faut rester à l'écart du secteur? Est-ce que pour ceux qui sont opportunistes, ce n'est pas aussi une opportunité d'achat largement décotée? Oui, peut-être, mais c'est trop tôt. C'est trop tôt parce que le choc, on va le qualifier de systémique, c'est-à-dire qu'il modifie le paradigme, en tout cas du point de vue de la communauté financière de ce secteur. C'était quoi le paradigme de ce secteur? C'est un secteur... Qui marchait bien en bourse d'ailleurs. Hein. Voilà, c'est pour ça que j'évoquais la terminologie de paradigme. C'est un terme qu'on emploie un peu... Oui. C'est bon, il l'a casé. Voilà, bon. je l'ai casé. C'est bien. C'est un secteur de croissance, défensif, résilient. De croissance, pourquoi? Parce qu'il était assis sur ce qu'on appelle, dans le jargon, un méga trend, un trend extrêmement régulier démographique, de vieillissement. Ouais. Et de besoins qu'on retrouve dans toutes les sociétés occidentales, mais pas uniquement. Récurrent, pas sensible au cycle économique. Donc c'est un secteur qui était, en plus, qui avait une composante foncière importante. En tout cas, c'est particulièrement le cas chez Orpea. Donc c'est un secteur... Et alors, the last but not the least, c'est un secteur ESG par excellence. C'était. Voilà, c'était. Et donc, il était pourvu de toute une série de qualités défensives qui lui octroyaient des primes de risque très faibles. Et donc, quand vous avez un tel ajustement des cours de bourse, c'est que le marché introduit une prime de risque. C'est-à-dire que lorsqu'il actualise un certain nombre d'événements, il probabilise un certain nombre d'événements, il leur donne une probabilité beaucoup plus élevée. Et pourquoi il leur donne une probabilité beaucoup plus élevée? Parce que tout simplement, il y aura un avant et un après Les Fossoyeurs, le livre qui a été publié. Ouais. Et il y en a un après, ça c'est vous, quand je lis Sophie Boissard, encore une fois, entretien exclusif qu'elle a donné aux Échos, ce matin, elle défend évidemment les EHPAD privés, elle demande un effort financier d'ailleurs à l'État et des normes de contrôle des établissements. Mais ce qu'elle nous dit aussi, elle était venue nous voir il y a quelques temps sur Boursorama avant cette affaire-là, c'est qu'elle nous dit en gros que ce livre enquête, Les Fossoyeurs, ça vise le système d'une entreprise en particulier. Donc elle comprend qu'elle parle d'Orpea, elle dit c'est Orpea, mais c'est pas chez nous, c'est pas chez Korian. Et elle dit il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. On peut l'entendre ça aussi, non? Oui, bien sûr. Mais de toute façon, on l'entendra mieux à la sortie des enquêtes qui vont être menées. Je rappelle que les pouvoirs publics ont déclenché deux enquêtes, deux inspections, une inspection sanitaire, une inspection financière, parce que l'affaire, si j'ose dire Orpea, mais à mon avis déborde très largement du cadre d'Orpea. L'affaire touche aussi bien les prestations en termes de services auprès des résidents des établissements que le financement. Que la comptabilité, que la comptabilité. Et donc là, c'est deux sujets systémiques, costauds, et oui, pour le coup. Et comme ça, en première approche, je serais surpris que ça ne touche qu'une seule société. Par contre, le marché a introduit une hiérarchie dans les variations, ça ne t'a pas échappé. Ouais. Tu les mentionnais en tout début d'interview, les variations ne sont pas du même ordre pour tous les groupes. Donc, moins 60, moins 40, ça reste très violent quand même. Bien sûr, mais Orpea reste au cœur de la problématique. Et donc, selon vous, cette spirale vertigineuse à la baisse, elle n'est peut-être pas terminée. C'est pour ça qu'il ne faut pas, même si on se dit moins 60, encore une fois, au cours actuel, la valorisation d'Orpea, pardon, on est juste dans les mathématiques, mais ça n'a plus grand sens. La valeur d'entreprise, aujourd'hui, rapporter les BDA, c'est 5. Il y a eu des transactions qui ont été faites sur des valeurs concurrentes à 16. Oui, donc tu utilises l'imparfait qui ont été faites. Ouais. L'une des conséquences possibles de cette affaire, c'est d'impacter justement les marges d'exploitation de ce secteur. On peut supposer, sans être grand clair, que les pouvoirs publics, quels qu'ils soient, au-delà même des présidentielles, de l'échéance des présidentielles, les pouvoirs publics vont s'atteler de très près au contexte réglementaire. Et donc, probablement que le cadre réglementaire va évoluer, le cadre tarifaire va évoluer, les contraintes qui vont être imposées au secteur et pas uniquement à Orpea, c'est pour ça que cette déborde du cadre d'Orpea vont probablement être élargies. Donc ça veut dire que les coûts vont augmenter, la vigilance des pouvoirs publics va être exacerbée, les certifications, les obtentions
vont être revus, balayés intégralement. On va avoir peut-être une révision systémique. Hein, c'est pour ça que, et c'est pas moi qui emploie ce terme de systémique, c'est les pouvoirs publics, c'est leurs représentants. Il y a une audition à l'Assemblée nationale, à la Commission des affaires sociales la semaine dernière des dirigeants d'Orpea. La semaine qui vient, c'est le journaliste qui a écrit le livre Les Fossoyeurs. Alors, tu vas me dire, l'Assemblée nationale va arrêter ses travaux fin février, donc il y a une trêve des confiseurs. Non, pas vraiment, parce qu'il y a une deuxième assemblée en France qui s'appelle le Sénat, et je doute que le Sénat ne se charge pas de ce sujet. Donc on voit bien qu'on rentre dans quelque chose qui va demander de la clarté, et peut-être qu'au fur et à mesure d'avancer dans le temps, on aura ces éléments de clarté, et après on pourra faire le tri, et peut-être qu'à ce moment-là, tu as raison, on sera sur des niveaux qui deviendront... donc c'est trop tôt en même temps, donc on comprend bien que l'image de marque d'Orpea, évidemment, va en prendre un coup dans l'aile, a priori. Elle sera écornée. Et maintenant, il faut voir l'impact que ça aura sur le taux d'occupation des lits. Je veux dire, on sait bien que les listes d'attente sont toujours très très longues et que... Non ? Bah oui, voilà. Donc et que les besoins sont là. Donc voilà, là-dessus, il n'y aura pas c'est pas, les craintes du marché ne portent pas tellement sur le taux d'occupation, dont on sait qu'effectivement, il a de bonnes raisons d'être saturé, sauf si on... Donc le massacre est excessif d'un point de vue financier, d'un point de vue boursier, non ? Mais non, bien sûr que non. Le taux d'occupation, c'est l'une des variables dans la valorisation de ce secteur. Si on est dans une approche très, on va dire, chiffrée, très Excel, l'élément clé, c'est la marge d'exploitation. Donc là, les incriminations portent sur une recherche éperdue d'un ajustement sur les coûts. Donc on peut supposer que les pouvoirs publics vont contraindre les variables, les marges de manœuvre qui ont été utilisées là de manière, on peut dire, si c'est avéré, de manière éhontée, hein, puisqu'on a, dans une pure logique financière, baisser les coûts, que ce soit les soins d'hygiène, que ce soit les frais médicaux, que ce soit oui, on n'appelle pas... Oui, c'est soins d'hygiène. Oui, soins d'hygiène et l'alimentation. Donc là-dessus, on peut supposer que les pouvoirs publics vont mettre en place un dispositif, enfin j'en sais rien, mais qui donc... Ces marges latentes sur la partie française, parce que ces groupes ne sont pas uniquement que français, mais ils sont français, sur cette partie-là, ça aura évidemment un impact déflationniste sur les marges, ça me semble évident. Et enfin, dernier point, qui n'est pas négligeable, et ne pas sous-estimer, c'est le financement de ce secteur par les pouvoirs publics. Oui. Elle demande plus de financement, la patronne de Korian, peut-être. Je pense qu'il y aura... Là, on va marchander sévère, mais elle a raison, parce qu'elle a tout à fait compris que les pouvoirs publics vont être très exigeants. Et donc, elle est dans une... Bon, j'en sais rien, il faudrait l'interviewer, mais je pense qu'elle est dans une logique de marchandage. Mais donc, ça veut bien dire que la marge d'exploitation sur le site France des EHPAD privés va être interrogée, que les contraintes qui vont être mises par la réglementation vont probablement être augmentées, et donc que les rentabilités ont un caractère moins pertinent, moins récurrent que par le passé. Par contre, que le secteur soit toujours assis sur un méga train, oui, peut-être, mais peut-être que la France a poussé un peu trop loin la logique des EHPAD, et peut-être qu'on va revenir à des choses, à un équilibrage entre le soin, la prévalence de chacun d'entre nous, surtout quand on arrive dans un âge tardif, c'est de rester chez soi, c'est de ne pas rejoindre un EHPAD. Et donc on a d'autres pays, notamment en Europe du Nord, qui favorisent la résidence chez soi avec des dispositifs de services qui ont une toute autre dimension. Donc on pourrait très bien voir les pouvoirs publics inciter des sociétés de services où les services auprès des personnes âgées à domicile est faiblement développé, quand on compare par rapport aux pays nordiques, être développé de manière beaucoup plus exacerbée. Et donc là, ça fait un concurrent. Puisque l'argument des EHPAD, c'est de dire on n'a pas de concurrent. Hein, on a un doublement des personnes qui auront plus de 70 ans d'ici une vingtaine d'années. Donc on est sur une... oui, mais on a poussé la logique probablement trop loin. Et enfin, dernier point, on ne peut pas réduire un EHPAD à dire que c'est une foncière qui a des prestations auprès de nos anciens. Ce n'est pas uniquement ça. Et c'est un point, non, mais c'est un point important dans la valorisation, notamment d'Orpea. C'est ce que la banque avait acheté pendant très longtemps. Et voilà. Avec beaucoup d'endettement d'ailleurs. Et voilà. Et donc, qui dit endettement, dit restructuration financière. Pas nécessairement augmentation de capital, mais ça dit restructuration financière. Enfin, dans le cas d'Orpea, il y a probablement une interrogation sur sa gouvernance intrinsèque,
des organes de pouvoir d'Orpea, mais aussi de ses actionnaires, parce que c'est une société qui manifestement a des actionnaires qui n'exercent pas les pleins pouvoirs. Et donc ça a pu conduire, il faut que les faits soient avérés, là je m'avance un peu, ça a pu conduire à ces déviations où on va chercher une rentabilité en franchissant toutes les lignes. Enfin, dernier point, et ça t'intéressera probablement à un autre titre, c'est que l'ESG est en accusation, si j'ose dire, au travers de ce cas, puisque l'ESG apparaît comme une ambulance on tire sur l'ambulance, parce que l'ESG n'a aucune capacité à détecter a priori. Elle détecte a posteriori. Donc on fait cette notation dont se targue la communauté financière. On peut en voir les limites. Oui, dans ce cas présent, je ne dis pas que l'ESG est inutile, mais dans ce cas présent, il y a une vraie interrogation sur les moyens d'investigation, et peut-être qu'on a exagéré la dimension E de l'ESG, mais on a la partie S et G, sociétale et gouvernance, qui est en accusation ici. Il va falloir un peu mettre les bouchées doubles sur le S et le G. C'est le moins qu'on puisse dire. Et donc là, il y a un travail qualitatif et quantitatif à mettre en œuvre. Et donc ça, pour le marché, c'est des primes de risque. Alors il ne faut pas s'étonner que les fonds ESG probablement sont embarrassés. Pour certains, liquider les positions. Liquident les positions, et puis que les loups de la rubrique financière s'attellent à la tâche. Et d'ailleurs, ceux qui aiment shorter ce type de titre se déchaînent, parce que là, on a l'émergence d'un séisme et qui ne va pas se résorber dans les tout prochains jours. Donc, pas de panique à l'achat. Oui, mais pas de panique à l'achat. En même temps, on se dit que si potentiellement, vu le niveau de valorisation de certains, des OPA seraient possibles, donc opportunité boursière. Je vais employer le terme, entre guillemets, il faut être couillu pour tenter une OPA sur Orpea aujourd'hui. Pourquoi il faut être couillu ? J'arrête d'employer ce terme. Parce que tu as ce qu'on appelle des liabilities, des engagements de passifs qui sont en train d'apparaître. Les engagements de passifs, c'est des procédures collectives qui sont en train d'émerger de toutes parts. Ces procédures collectives, quelle est la quantification que tu leur donnes ? Ça peut être quelques millions d'euros, quelques dizaines, voire plus. Les pouvoirs publics, s'ils procèdent, ils revisitent les résultats dégagés de Orpea sur les 2-3 précédentes années. Ça change pour raison. Non, je dis, c'est pas un événement d'une probabilité 1 aujourd'hui, bien sûr que non. Mais cet événement a une toute petite probabilité. Donc, qu'est-ce que tu mets en actualisation ? Quelle prime de risque tu mets ? Quelle est la rentabilité ? On reste à l'écart, c'est ça le sujet. Oui, malgré, encore une fois, moins 50%, moins 100%. Le rester à l'écart, ça ne veut pas dire que c'est un titre qui est définitivement au purgatoire, ça veut dire que c'est un titre qu'on observe. C'est vrai, il y a des éléments, comme tu les mentionnais, de valorisation. Sur Orpea, tu as des actifs, tu as un foncier, tu as de l'immobilier, tu as un savoir-faire. Probablement que tu as des établissements à l'étranger, donc tu as une position. Mais c'est trop tôt aujourd'hui pour tenter de faire une évaluation et de dire, ça y est, la décote que me propose le cours de bourse aujourd'hui est tellement importante par rapport à mon expected return. Pour certains, c'est tentant. Au-delà de l'aspect éthique, de l'aspect moral, etc. Après, oui, mais je suis bien d'accord. Mais je trouve que c'est beaucoup trop tôt quand je vois ce qui est en train de se passer et l'enchaînement, le flux de nouvelles qui va arriver cette semaine et les prochaines semaines, aussi bien des pouvoirs publics que des commissions d'enquête qui seront probablement déclenchées. Ça ne te pousse pas à te précipiter. Bon, voilà, merci beaucoup. Point de vue signé Xavier Patrolin, le président d'Albatros Capital. Merci Xavier. Je t'en prie. Salut.